Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la céramique et la poterie? Euh, la céramique, c'est le terme assez général pour tout ce qui comprend des choses faites en terre. Puis un céramiste, c'est surtout quelqu'un qui va faire des techniques sans se servir d'un tour. C'est plus des choses faites à la main. Puis un potier, lui, bien, tout ce qu'il fait, c'est fait sur un tour, tourné. Ça veut dire que tous les objets, là, peu importe ce que vous faites, ça prend absolument cette base-là qui tourne. Pour un potier. Surtout, ben, c'est parce que c'est un type de production bien différente. La poterie plus utilitaire, de la céramique, c'est plus décoratif. C'est surtout fait à la main, là, sans aucune machine. Quelle sorte de terre utilise-t-on pour la poterie? Il y a 3 sortes de terre principales, là. Il y a le grès, la faïence, puis la porcelaine. Nous autres, on emploie surtout du grès, là. C'est une terre qui vient des provinces de l'Ouest, puis du Sud-Ouest américain. Ici, au Québec, il n'y en a pas du tout. Puis c'est une terre qui cuit à haute température, à peu près à 2300-2400 degrés Fahrenheit. Tandis que la faïence, c'est une terre qu'on trouve ici partout au Québec, là, d'un cours d'eau, d'un fossé. Puis elle cuit à plus basse température, à peu près 2000 degrés. Est-ce que ça se travaille de la même façon? Oui. Autour aussi? Oui, c'est pas mal pareil. Toutes les terres peuvent se travailler autour, sauf qu'ils ont des caractéristiques différentes au niveau de la couleur, de la texture de la terre et puis des qualités même de la terre. Mais dans le grès, ce que vous utilisez, vous, est-ce que c'est... il y a différentes sortes de terre, là? Oui, même au niveau des grès, là, il y a des grès... Ça, c'est un grès gris. Il y en a des rouges. Il y en a des grès blancs. Puis il y a des grès qui sont pas pérités comme celui-là. C'est un coup cuit. Il va y avoir des petits picots noirs là, sur les pièces. Ça, c'est des pérites de fer, c'est caractéristique. Ah bon, c'est pas des manques? Non. C'est vrai, ça fait vraiment partie de la pièce. Oui, ça fait partie de la terre. Vous utilisez beaucoup d'eau. Pourquoi? C'est pour permettre à mes doigts de glisser sur la terre pour pas l'accrocher. Pour pas étirer la terre trop brusquement. Une fois la pièce terminée, qu'est-ce qui arrive? On la laisse sécher une couple de journées, 1 ou 2 jours, là. Et puis après, on tournasse la pièce, là, c'est-à-dire on fait les pieds, on arrondit les fonds. Ça, c'est le tournassage que vous appelez. Bon, c'est ça. Ça peut ressembler à quoi, ça? C'est ça, je vais en faire un pour vous montrer, là. C'est... Fait que là, c'est à peu près la même sorte de bol, là. C'est toute une autre série d'instruments à ce moment-là. C'est juste de finir la pièce par en dessous. Y faire un pied, y donner une finition plus délicate, là. Vous perdez beaucoup de terre, là, de cette façon-là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites après ça avec la terre? Après, ben, on la laisse sécher, elle aussi. Et puis là, ben, on la remet dans l'eau. Puis dans l'eau, elle va se redétremper. Et puis on va la recouler dans des bassins de plâtre qu'il y a ici. Et puis là-dedans, on laisse sécher la terre là-dedans. Vous pouvez la réutiliser, Puis finalement. on la réutilise par après. Ah ouais. bon? Alors, faites du recyclage. C'est ça. C'est ça. On perd rien. En fait, tant que la terre n'a pas été cuite, elle est récupérable.
ça arrive souvent, tu sais, des pièces qu'on va échapper ou des pièces que vraiment ils sont pas belles, ben, on les détruit, puis on reprend la terre, on jette pas la terre. On a parlé de cuisson tantôt à, je sais pas combien, de 1800 degrés à peu près. 2400, là? Bon. Oui. Est-ce que ça prend plusieurs cuissons? Oui. Là, un coup qu'on a tourné assis la pièce, on la laisse sécher pendant 2-3 jours, dépendant. Là, des fois, s'il y a des anses à poser ou s'il y a des pitons à coller dessus, ça prend plus de temps à sécher parce que c'est plus délicat. Et puis, là, on va les cuire une première fois. Une cuisson qu'on appelle une cuisson de biscuit. Cette cuisson-là se fait à peu près à 2800 degrés Fahrenheit encore. Et puis, elle prend à peu près 8 heures. Puis après la cuisson, on va émailler les pièces. On va les tremper dans les bassins de glaçure. Et puis, on va la recuire une deuxième fois à 2400. Est-ce que c'est la glaçure qui fait la teinte ou la couleur de la pièce? Oui, c'est ça. C'est la glaçure qui va déterminer tout ce qui est couleur. Puis les petits picots noirs, bien, comme on a dit tout à l'heure, eux autres, ils viennent directement de la terre. Puis ça dépend directement de la sorte de cuisson qu'on fait. Parce qu'il y a plusieurs sortes de cuisson. Ouais. Comme quoi, par exemple? Nous autres, la sorte de cuisson qu'on emploie, c'est qu'on a un four à gaz. Et puis, on crée une sorte de pénurie d'oxygène dans le four qui fait que les pyrites de fer qui sont dans la terre changent leur composition chimique, puis ils vont fondre. Puis à ce moment-là, ils vont paraître à la surface. Autrement, dans une cuisson qui serait comme en oxydation, dans un four électrique, les pyrites de fer, ils ne ressortiraient jamais. Il faut vraiment l'intervention du feu et puis des éléments là, comme l'oxygène et puis le gaz qui fait sa combustion pour faire cette transformation-là. Alors, quand on a deux objets devant nous, on peut très bien voir les différentes sortes de cuisson, finalement, l'un par rapport à l'autre. Oui. Souvent, les pièces cuites dans un four à gaz sont picotées, là, comme on dit souvent. Tandis que des pièces cuites dans un four électrique, c'est rarement picoté. Et ensuite, après le glaçage et peut-être une deuxième ou troisième cuisson, là? 2 cuissons. 2 cuissons, jamais plus. En tout. Des fois, dans les grandes vaisselles anglaises et puis allemandes, là, quand il y a des décors, des verres ou des dorures ou des argentures, à ce moment-là, ça nécessite d'autres cuissons. Des fois, il y a des pièces qui peuvent avoir 8 cuissons parce qu'ils ont des émaux comme par-dessus, de couleurs différentes. Puis chaque couleur cuit à une température. Mais ça, c'est dans la vaisselle très sophistiquée. Vous vous spécialisez dans quoi? Dans des pots utilitaires ou autre chose? On essaye autant que possible de faire de la poterie utilitaire pour que les gens puissent vivre avec. Pas la mettre dans des armoires ou dans un buffet puis l'admirer pour qu'ils puissent s'en servir tous les jours. Évidemment, ça prend beaucoup de résistance pour une vaisselle qu'on utilise tous les jours. Il faut quand même pas que ça casse n'importe quand. Mais c'est quand même c'est de la vaisselle bien solide. C'est très dur. C'est peut-être pas comparable à la vaisselle de restaurant, là, mais c'est aussi solide que les vaisselles que les gens achètent pour utiliser tous les jours. Est-ce que vous procédez par commande? Par exemple, quelqu'un arrive et vous demande un set de vaisselle au complet et vous dites, bon, d'accord, je vais vous donner ça dans 2 mois. Pour les services de vaisselle, oui, on procède par commande parce que ça prend beaucoup d'espace, stocker tout ça, et puis on préfère prendre les commandes, puis ça prend des fois 2-3 mois, dépendant des humeurs et puis de la température, souvent. Puis pour le reste des fois, on a des pièces ici. Et puis on fait plutôt de la vente directe, plutôt que des commandes. Des expositions? Oui, des expositions. Puis on vend à des boutiques à Montréal aussi. Qu'est-ce qui est le plus en demande actuellement? Je ne saurais pas dire. Cette année, je ne le sais vraiment pas. À chaque année, là, au salon à Montréal, on s'aperçoit qu'il y a des items qui se vendent très, très bien. Puis l'année d'après, le Noël d'après, on axe notre production un peu en fonction de ça. Mais vraiment, cette année,
J'ai vraiment rien remarqué. Je vais être bien embêtée là, pour ma production de Noël. Je ne saurais pas du tout, du tout.